Bonne lecture et à tout à l'heure. Je marche. Je connais le chemin par cœur. C'est mon pays, ici. Je marche, sans lever la tête, sans croiser le regard de ceux que je dépasse. Ne rien dire à personne, ne pas se soucier non plus de ce sifflement dans l'oreille. Cela passera, il faut marcher, tête baissée. Je me faufile sans bousculer personne. Le petit papier bleu au fond de ma poche. Permission accordée. Au revoir, Marius. J'avais honte. Je ne pouvais pas lui annoncer moi-même que j'allais partir et qu'il allait rester. Le sifflement dans mes oreilles, ne pas s'inquiéter. Tous sourds, tous ceux qui ont survécu aux 12 dernières heures doivent être sourds à présent. Je marche. Je m'éloigne du front, je m'éloigne de Marius, de Boris, de ma tranchée. Je croise des hommes que je ne connais pas, les nouveaux arrivés, en rang par deux. Je ne veux pas les regarder, qu'ils me laissent passer sans m'arrêter, sans me questionner. Que veulent-ils que je leur dise? Que nous avons tenté une offensive massive et que nous avons échoué? Qu'une telle marée d'hommes et de fusils, je n'en avais encore jamais vu. Que Boris a cru que je lui avais sauvé la vie, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, Boris. Je n'ai sauvé la vie de personne. J'ai simplement vu un ennemi assis sur un corps. Un ennemi qui allait planter sa baïonnette dans un uniforme qui portait les mêmes couleurs que le mien. J'ai tué plus vite, c'est tout. Il faut être rapide. Je marche. Je me faufile de boyau en boyau. Je suis sur le chemin du retour. Le gazé. Ça coule le long de ma jambe. Ça coule, je le sens, c'est tiède. Pas la peine d'aller plus loin. Ici, c'est à l'abri. Il n'y a rien de mieux que les trous d'obus. Ça coule. Les trous d'obus, ça ne retombe jamais deux fois au même endroit. C'est ce qu'on dit. Il faut que je respire calmement. C'est ce que j'ai dit chaque fois que je me suis retrouvé avec un type au creux des bras qui hurlait de douleur. Il ne faut pas dormir non plus, je le sais. Il faut que je parle. Et dès que ça ira mieux, je me lèverai et je me traînerai jusqu'à la tranchée. Allez, le vrai combat commence. Maintenant, je ne peux compter que sur moi-même. Je suis fort. Je me bats pour moi, pour sauver ma peau. J'étais persuadé que Gilles était mort. Marius. Persuadé. Ce matin, il avait son air des mauvais jours, et c'est dans des jours comme ça qu'on meurt, ici. Plus envie de se battre, mais il est revenu. Et au retour, il a trouvé la petite enveloppe bleue de permission. Je suis heureux pour lui. Et pour nous, eh ben, c'est la relève. Mieux que rien. 2 jours à l'arrière. Et puis il faudra revenir. Le cycle des tranchées. Enfin, nous sommes tous les 3 sains et saufs, c'est l'essentiel. Tous les 3 en vie. Jules, Boris et moi. En vie, oui, mais plus vieux de 1000 ans. Boris. Je pensais pas que la mort pouvait avoir le visage d'un gamin de 18 ans.
Ce gamin-là, avec ses yeux clairs, son nez d'enfant, c'était ma mort. C'est pour ça que je n'ai rien fait pour me dégager. C'est Jules qui l'a fait, en lui faisant éclater les os des joues et du front sous les coups de crosse de son fusil. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai vu que c'était bien la mort qui était agrippée à moi, pesant de tout son poids d'insecte tueur sur mon ventre, à moi, à Califourchon. C'était elle. Le médecin. Ah, je fais ce que je peux. Je mets des pansements sur les morts, j'ampute les vivants, mais il y a trop de cris autour de moi. Trop. J'entends plus les voix. Le cri des blessés, celle des mourants. Alors tout le temps, je me demande quel visage a le monstre qui est là-haut et qui se fait appeler Dieu, et combien de doigts il a pour pouvoir compter autant de morts. Lieutenant Meunier. 3e compagnie, 2e section, repos. Il nous reste quelques heures avant d'aller en première ligne dans la tranchée de la tempête pour relever ceux qui y sont. Ils se sont battus durant 10 heures, paraît-il. 10 heures pour perdre au total 1 kilomètre. Le colonel m'a dit que nous devions tenir, qu'il était inconcevable de continuer à reculer. Nous allons remplacer les pauvres types qui restent et nous tiendrons. Nous sommes le 109, ne l'oubliez pas. Il faudra reprendre le terrain perdu. Boris. Je voyais ce gamin prêt à me planter sa baïonnette dans le corps quand... Je l'ai entendu. Ça venait d'en face. De là-bas, du milieu du champ de bataille déserté, j'ai reconnu ses cris. C'était les siens, à nouveau. Lieutenant Meunier. Pour le moment, l'ordre est d'attendre la nuit pour procéder à la relève, alors on attend. J'ai fait ranger mes hommes pour laisser passer la vieille garde. Des ombres, sales, courbées. Un peuple de boue qui marche lent et triste derrière le corbillard invisible de ses compagnons morts. J'ai entendu le soldat d'Hermoncourt dans mon dos qui murmurait entre ses dents « Pas beau à voir cela ». Et c'est vrai qu'ils étaient hideux. Mais je comprends maintenant. C'est ça, la vieille garde. Je ne vois pas leur visage, mais ils sont si peu. Je comprends que ce qu'il faut vouloir de tout son cœur, c'est être un jour comme eux, pouvoir comme eux, même épuisé et sale, même vagabond, blessé, quitter ce front. Je regarde mes hommes, et tout à coup un sifflement, suivi immédiatement d'une énorme explosion, et puis une autre qui éclate, et une troisième, 3 obus. Marius. Ceux d'en face se sont offert le bonheur d'une salve de bienvenue pour déniaiser la relève. Écoute, Marius, Boris. je les ai entendus. Les mêmes cris aigus, rocailleux. Il est là, à nouveau, il erre, à nouveau. Je sais que c'est incroyable. Je sais que toute la journée, il a plu des obus et que les balles sifflaient si denses que nous avons tous pensé mourir. Je le sais. Mais il a survécu, je te dis. Et ce soir, il a repris. Il rampe, il marche, il hurle. Lieutenant Meunier. Ça y est, l'ordre est arrivé de monter en ligne. J'ai regroupé mes hommes. Nous avançons, tête baissée dans les épaules. Autour de nous, la terre est aussi retournée qu'un visage creusé par la petite Vérone. Et nous arrivons enfin tout au bout du front. La voilà, la tranchée de la tempête. Il n'y a personne ici. Le poste est vide. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous prenons place dans une ligne de front vide et c'est bizarre. C'est comme d'entrer dans un grand lit froid qui n'est pas le nôtre. Marius. Boris venait d'arrêter de parler quand un cri strident a éclaté là, à quelques mètres, ce dont il venait de parler. Je scrutais de toutes mes forces l'obscurité et je l'ai vu. Quelques secondes, à peine. La silhouette voûtée d'un homme. Comme s'il reniflait le sol et puis plus rien. C'était parti.
Lieutenant Régnier. Je désigne à chacun sa place, à chacun le petit morceau de terre qu'il lui faudra défendre. Ripoll, Termoncourt, Messard, Barboni, Castellac. Marius. J'ai laissé Boris et je suis retourné à l'arrière voir le médecin. Un type que j'aime bien, le médecin. J'ai venu le voir pour l'interroger sur les cris de la bête qui rôde le long des tranchées. J'en sais rien, Marius. Le médecin. Je peux pas te dire. Je sais pas ce qui peut produire ces cris que j'ai souvent entendus, moi aussi, comme toi. Alors oui, on dit que c'est un soldat qui n'a jamais retrouvé ses lignes et qui erre en nous insultant, nous qui n'avons jamais rien fait pour essayer de le retrouver. Mais j'en sais rien, tu vois. Tout ce que je peux te dire, c'est que tant qu'il aura un peu de force, tant que ses poumons pourront s'emplir de l'air vicié des charniers, crois-moi, Marius, crois-moi, il gueulera sur nos têtes à pleines dents. Lieutenant Régnier. Et dans cette nuit de froid et de haine, et dans cette tranchée en première ligne, nous avons entendu des cris terribles. Les soldats se mettaient les mains sur les oreilles pour ne pas entendre. Alors j'ai pris un fusil, j'ai tiré. Coup de feu impossible contre le cri de la guerre, il a repris. Marius. Je me suis empressé de retourner à la tranchée et j'ai dit à Boris, je te demande rien, mon ami, je te demande rien, surtout pas de me suivre. Mais tu vois, cette nuit n'a pas tout donné et j'ai décidé de l'étreindre tout entière. Boris. Il m'a dit ça, Marius, et puis il a enjambé la crête de la tranchée, et puis les barbelés qui la défendent. Hé, Marius! Il s'est retourné. Je sais pas si c'est parce que t'as pas eu ton compte de sang aujourd'hui que tu pars à la chasse d'un nouveau gibier, Marius, mais je sais que tu disparais à mes yeux et que je veux moi aussi disparaître, alors attends-moi. Attends, je te dis. Je veux te suivre. Le gazé. Je me suis endormi. Fallait pas. Rester vigilant, me concentrer, serrer son arme et ne compter que sur ses forces. Je me suis endormi et je ne sens plus du tout ma jambe. Maintenant que je me suis réveillé, il faut sortir de mon trou d'obus et rejoindre les camarades. Il fait nuit. C'est la nuit noire. Faut attendre alors. Ça va. C'est calme. Jules. Je marche. On me laisse passer. On pousse les jambes. On se colle contre la paroi. Je marche le long des boyaux. Et je n'éprouve pas de fatigue. Aucun soulagement non plus. Je suis le vieillard de la guerre qui rase les parois des tranchées. Le vieillard de la guerre qui n'entend plus rien et qui marche, tête baissée. Voilà. La marche va bientôt cesser. La gare est là. Je me ferai un passage au milieu de ceux qui vont me succéder. Je suis le vieillard des tranchées. Je marche, tête baissée, et je monte dans le train sans me retourner sur la foule des condamnés. Le train roule. Je suis assis. Le train roule. Je peux ouvrir la fenêtre et sentir l'air me battre le visage. Nous sommes loin déjà. À peine 10 minutes que nous roulons et tout a disparu. De nouveau, des villages. Et les hommes ici ne vivent pas comme des termites ensevelis sous la terre. Je suis sauf. Je pars pour Paris. Et
à chaque seconde, à chaque mot que je prononce, les tranchées s'éloignent de moi un peu plus. Mais d'où me vient alors cette indéfinissable envie de pleurer? Le voyage continue. Dormir, je ne peux pas. Dès que je fermerai les yeux, je retrouverai la tranchée. Il faut tenir, éveillé, regarder la terre qui défile pour me laver les yeux. Je suis blotti contre la vitre, concentré pour ne pas dormir. Je me souviens que la dernière fois, ce qui m'avait le plus frappé, c'était les femmes dans la rue, partout, toutes habillées, toutes parfumées. J'avais oublié. Je les regardais toutes. Et tout au fond de moi naissait un désir que j'avais oublié. Je ne me souvenais plus de la sensation que cela faisait de sentir son sexe. J'avais oublié à force de ne m'en servir que pour pisser, que l'on pouvait bander. Je regardais toutes ces femmes et le désir était là et il n'était pas question de s'y soustraire. Mon sexe s'était réveillé et il ne fallait plus penser dormir. Et aujourd'hui, il crie à nouveau, il appelle, il veut jouir. Je me sens prêt à violer. Oh, calme-toi. Calme-toi, Gilles. Le temps a passé. Tu es vieux de milliers d'années. Un homme qui a appris à tuer. Un homme qui a tenu un fusil, qui a dû se plier aux règles de la peur et de la survie sauvage comme tu l'as fait. Sait-il encore s'occuper d'une femme ? Lieutenant Régnier. Je n'avais jamais pensé voir ça. Et pourtant, de la guerre, je sais bien des choses. Je connais le nom de toutes les armes, leur portée, leur puissance, leurs défauts. Je sais la grande histoire des batailles. Je voulais faire la guerre, et je le veux encore. Je regarde mes hommes s'affairer dans cette tranchée, creuser la terre, s'enfoncer le plus profond possible sous le niveau de la surface du sol n'est pas une manière de faire la guerre. L'ennemi est là, à 300 mètres. Il creuse, lui aussi. Est-ce celui qui aura creusé le plus profond qui gagnera la guerre ? Quand soudain, le sergent du poste A se présente devant moi. « C'est pour tout de suite, mon lieutenant. Vous montez à l'attaque à 11h pétantes. Faut reprendre une position perdue avec un autre groupe. Et alors, faut être précis et simultané. À 11h pétantes, à -5, les artilleurs ouvrent la danse, et après, c'est à vous. Il me reste une demi-heure. Personne ne parle. Chacun a pris son fusil. Je regarde ce terrain devant nous, terrain tout bosselé où nous allons avoir à courir de toutes nos forces, à courir jusqu'à en perdre haleine, en espérant qu'aucune balle ne nous fauche. Je fais circuler ma bouteille de gnôle. Plus que quelques minutes. Chacun en prend une gorgée. Ça y est, 11h-5. Le tir des obus commence. Du 75. Le grand vacarme a commencé. Je regarde ma montre. Les obus tombent, druent. Allez, faut y aller maintenant. Je me lève, je remplis mes poumons. À l'attaque! J'enjambe le parapet, tous les hommes me suivent, je cours, ils sont derrière moi. Les lignes ennemies approchent, je les vois maintenant, les ennemis. Je discerne des silhouettes qui dépassent des tranchées. C'est vers eux que je vais, eux, les ennemis, eux qu'il faut tuer. Ils sont tout près maintenant, je cours encore, je ne sens aucune fatigue, je me sens rapide comme un fauve, je vais...
Le lieutenant est touché. Je suis juste derrière lui. Je le vois s'effondrer d'un seul coup, s'écraser face contre terre. Je saute par-dessus son corps. La tranchée ennemie n'est plus qu'à 10 mètres, à peine. Je vois rien. Trop de silhouettes qui bougent, trop de fumée, trop de cris. J'ai peur de me tirer sur un des nôtres. J'entends mes sars qui hurlent. Faut les saigner, au fusil, à la baïonnette, au couteau, faut pas trembler. Ça n'a pas duré longtemps. Quelques minutes, à peine, et puis plus rien. Je vois Dermoncourt, et aussi Barboni, et un autre camarade, tous surpris d'être en vie. C'est fini. C'est fini. Pour la première fois, tu as tué. Barboni s'est mis à rire, mais je sais pas pourquoi. Un rire colossal, en disant qu'ils avaient été guerpis, que tout le monde était crevé. Et il riait, Barboni, à gorge déployée. Mais ça avait des accents de cris de rage. Et lorsqu'il s'est arrêté, son visage était si convulsé que j'ai cru qu'il allait éclater en sanglots. Mais ça... Nous avons pris la position. Tous les Allemands sont morts. C'est vrai qu'ils n'étaient pas nombreux. Quelques types qui devaient attendre la peur au ventre, la relève. Castelac. Et puis j'ai vu Ripoll sauter hors de la tranchée, repartir vers nos lignes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Se pencher sur un corps et commencer à le tirer vers nous. Il m'a fait signe, je l'ai rejoint. Et c'est là que j'ai reconnu le visage du lieutenant Régnier. Mais ça... Le lieutenant Régnier est mort. Lui, fils d'une société et d'une caste qui s'est battue sur d'autres fronts avec d'autres méthodes. Il a cru, parce que ses ancêtres le lui avaient appris, il a cru que cette guerre se gagnerait ou se perdrait comme les autres, mais le vieux siècle est mort, mon lieutenant. Et avec lui, ses fils. Castelac. Les ennemis sont à quoi? 500 mètres à peine? Si la tempête se lève, il fait aucun doute que c'est nous d'abord qu'elle engloutira. L'ordre est de tenir jusqu'à de nouvelles instructions. Alors, on attend, je fais passer le mot. Mais ça... Je regarde Castelac claquer des dents. Je l'aime bien, Castelac, c'est encore un gamin. Un jeune homme que la guerre est allée chercher dans son champ. Il a posé la bêche pour prendre le fusil. Il me raconte son histoire. Castelac. J'ai 3 frères, tu sais, mais ça, j'ai 3 frères. Et nous sommes tous les 4 au front. Eux, ils sont tous les 3 ensemble à une trentaine de kilomètres au nord, et moi, bah, tu vois, je suis ici. Et lorsque je cesse d'avoir peur pour moi, bah, j'ai peur pour eux, tu comprends? Nous sommes 4, mais ça... Et je me doute bien que les 4 ne reviendront pas tous. Et alors, tu vois, il m'arrive parfois de faire un cauchemar. C'est toujours le même. Je vois 3 d'entre nous qui rentrent à la ferme. Mais je ne sais pas si je suis l'un d'eux ou si je suis l'ombre qui manque. Et sur le seuil de la porte, il y a mon père, il y a ma mère qui se tiennent serrés. Et tout d'un coup, je vois ma mère hurler et courir à leur rencontre, à notre rencontre. Et c'est toujours ici que je m'éveille. Quentin, Paul. Et tout à coup, je l'ai vu. Là, il était à quelques mètres. Nos regards se sont croisés. J'ai lu dans ses yeux une stupeur d'enfant. Il est resté bouche bée. Un coursier. Un coursier allemand envoyé ici, certainement pour informer ceux que nous avons tués qu'ils pouvaient commencer à reculer. C'est bête, c'est bête, c'est si bête. On n'a que faire d'un prisonnier. Castelac. Barboni l'oblige à s'agenouiller. Il sourit tout le temps, Barboni, comme s'il était heureux de cette prise inattendue. Mais ça... Et puis je me suis rassis, chacun d'entre nous a repris sa position, oubliant le prisonnier. Quentin et Paul. Quand j'ai entendu un coup de fusil, j'ai tourné la tête et j'ai vu Barboni, lentement, baisser son arme. À ses pieds gisait le corps du prisonnier. J'ai tout vu! Castelac. J'étais à 2 pas de Barboni! Je l'ai vu se pencher d'abord doucement sur le prisonnier! Je l'ai vu
Depuis combien de temps n'ai-je pas vu Paris? La dernière fois, je suis entré dans le bar et j'ai entendu son rire. Un rire franc et heureux. J'ai vu la fille qui riait. Une grande brune sauvage, généreuse, entourée d'hommes. Je les connais, les hommes. Ils me font pas peur. Je les ai poussés et aucun d'eux n'a bronché. Je lui ai dit quelques mots pour qu'elle se retourne et me regarde. Elle avait le regard alerte. Une femme superbement vulgaire, vêtue de rien. Une fille du diable, en nippe et rayonnante. C'était elle que je voulais. Je me souviens plus de quoi nous avons parlé. Je me souviens qu'elle riait. Et lorsqu'elle a demandé d'où est-ce que je débarquais avec mon air d'ahuri, et que je lui ai répondu que j'arrivais des tranchées, elle a ri aux éclats. Et j'ai un merci pour cela. Un grand rire titan, trop grand pour sa bouche. Un grand rire qui lui faisait montrer ses dents et la secouait tout entière d'un tremblement des chairs. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Tu m'as manqué ». Et elle a ri à nouveau, la gorge déployée. Mais j'ai bien vu qu'elle comprenait. Elle a dansé avec moi et puis la danse n'a plus suffi. Le corps a eu trop faim et il n'était pas possible de se soustraire à son appétit. Je me souviens de toi, Margot. Tes beaux seins lourds, tes reins creusés de femme. Tu souriais et les hurlements que tu poussais me rendaient fort. Je ne t'ai pas oublié, Margot. C'est vers toi que je roule. Lorsque j'entrerai dans le bar, au milieu de cette foule pressée, il n'y aura qu'un bruit pour percer le silence des tranchées. Ce sera ton rire. Des tranchées à Margot, avec un corps abîmé, je roule vers Paris. Et lorsque je t'aurai retrouvé, Margot, lorsque je t'aurai retrouvé, Margot, il faudra à nouveau partir. Repartir dans l'autre sens. On finit toujours par revenir aux tranchées. Ce train n'est que le manège infernal de nos cauchemars. Personne ne peut se soustraire à la pluie d'obus. Et je ne tarderai pas à me retrouver à cette gare que je viens de quitter. Aucune gare, ni aucune ville n'est au bout de ces rails. Alors faut arrêter. Arrêter, faire stopper le train. Il faut arrêter pour descendre. Il faut ouvrir grande la fenêtre et sauter. Se soustraire au cercle vicieux du train, enfermé dans un immense wagon. Il faut ouvrir grande la porte et sauter. Alors ouvre la porte et saute. Ouvrir la porte, oui, et sauter. J'ouvre la porte. La nuit s'engouffre dans le wagon. L'air me frappe en plein visage. Je prends mon souffle. Un instant suspendu et puis fracas de fougères et de gravier. Marius,
Nous avançons, Boris et moi, côte à côte. Il a commencé à pleuvoir, le ciel est bas, une brume épaisse court à ras de terre, on ne voit pas 100 mètres, c'est bon pour nous. Nous avançons, sans parler. Il faut faire attention à ne pas faire de bruit, nous avançons comme des chasseurs. Le fou finira bien par se trahir, à l'écoute de tous les frémissements, nous arpentons son domaine. Il y a un petit bois au nord, comme une touffe d'herbe au milieu du désert. Un petit bois entre les lignes françaises et allemandes. C'est là, sûrement, qu'il se cache. Nous marchons vers la forêt. Boris, Nous nous glissons dans le bois comme deux bêtes sauvages, soulagés de trouver enfin un peu de répit, un peu d'herbe, de l'herbe et des branches qui dégagent une odeur oubliée. Si je dois mourir, je préfère que ce soit ici. le gazé, J'ai vu un homme, ou peut-être n'était-ce pas un homme. J'ai ouvert les yeux soudainement comme un sursaut. J'avais dû de nouveau m'endormir. Ou peut-être m'étais-je évanoui. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu penché là sur moi à quelques centimètres. J'ai senti des mains sur moi, des mains qui fouillaient partout sur mon corps. Je l'ai laissé me fouiller, pas la force de bouger, pas la force de crier. Il avait une grande barbe, de longs cheveux en broussailles. Cela ne m'a pas surpris d'abord, mais je me suis demandé plus tard comment cela était possible. Des cheveux si longs, si ébouriffés, sans casque. Je me souviens de son regard. Ses yeux roulaient comme les roues d'un train lancé à pleine vitesse. Le regard d'un démon. Il souriait. Je voyais ses dents noires de terre. Il était nu. Je me souviens de la pâleur de sa peau. Je l'ai vu bondir comme un animal. Et il a hurlé un long cri de joie, comme s'il avait trouvé sur moi quelques trésors. Il riait au pinceau. J'aurais bien ri avec lui si j'en avais eu la force. Il a disparu. Et je ne sais pas ce qu'il a emmené. Je ne sais pas si je suis plus pauvre maintenant. Marius, Rien. Nous n'avons rien trouvé dans le bois. Alors nous sommes repartis un peu au nord. Et c'est là que je l'ai vu. Une ombre à peine, ou plutôt une tache pâle dans la nuit. À 500 mètres environ, il nous tournait le dos. Un dos nu et d'une blancheur. Il était nu, et ses cheveux tombaient jusque sur ses épaules, des cheveux noirs et broussailleux, des cheveux hirsutes de vieux satyres. Psst. Boris, Boris! J'ai fait signe à Boris, et nous avons commencé à ramper pour nous approcher de la bête. Plus que 100 mètres. Il est maigre, presque squelettique et sale. Plus qu'une cinquantaine de mètres. Il doit être en train de déchiqueter quelques racines, quelques nourritures volées sur des cadavres. Nous entendons clairement maintenant des bruits confus de mastication, des grognements, des déchiquetages, des coups de dents, des reniflements. Nous avançons 40 mètres, pas plus, et c'est là qu'il nous a entendus. Entendus ou sentis. Nous restons figés, face à face avec la bête. Il porte une baïonnette accrochée à une ceinture et un masque à gaz, rien d'autre. Le masque dissimule ses traits mais pas ses yeux, et son regard brûle mes rétines. Et subitement il se dresse de tout son corps nu. D'obscurs grognements sortent de son masque à gaz, et puis il frappe sa poitrine à plusieurs reprises de son poing gauche, et il pète, et aussitôt il nous tourne le dos, et il court comme un dératé. Mais avant que nous nous mettions nous aussi à courir, nous avons entendu un grand rire grotesque, un rire de boue, de crasse, qui semblait étrangement nous inviter à la poursuite. Nous courons à toutes jambes, côte à côte, Marius et moi, à la poursuite de l'homme nu. Nous courons de toute la puissance de nos muscles, sans savoir où le fou nous emmène. Il a sauté dans une tranchée abandonnée.
On ne peut plus courir, tous les deux de front. On ne peut plus. Boris est devant. Je ne vois plus le fou. Nous courons dans ce corridor de terre. Et c'est comme si la guerre défilait sous nos pieds. Je suis Boris et je ne vois plus que son dos. Il court plus vite, Boris. Moi, je sens l'air qui brûle la gorge. Je respire du feu. Mes bronches vont éclater. Mais faut tenir, faut tenir. Je me hurle en moi-même pour tenir. Mais je perds du terrain. Boris est loin devant. Maintenant, le corridor est plus étroit ici. Et je me heurte sans cesse aux parois. Mes jambes sont lourdes. Mais faut tenir, faut tenir. Le boyau est interminable. J'en peux plus. Je m'effondre dans la boue. Je suffoque. Je crache. Faut pas céder. Faut repartir. Rejoindre Boris. Ne pas le laisser seul. Alors je me relève et je cours. De nouveau. Je cours. Boris. Comme quoi, je m'étais fait à l'idée que je n'aurais pas le temps. Je m'étais dit que c'était la règle ici. C'est pour ça que je souris. Parce que le temps, contre toute attente, m'est offert. J'ouvre grand les yeux. Le ciel est une tache d'encre de cire. Je sens mon corps lourd s'enfoncer doucement dans la terre. Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que j'ai le temps. Alors, j'ouvre grand les yeux pour que le ciel entier entre. Et je dis les noms sacrés des miens, de ceux que j'aime et que je quitte. Mais j'aurais eu le temps. Trop tard, Marius, trop tard! Tu es arrivé trop tard, Boris est là, qui t'attend, que tu reconnais. Son corps est là, au sommet duquel tu t'agenouilles, mais qui ne bouge plus. T'as pas couru, Marius, t'as pas tenu. L'air t'a brûlé les poumons, tu t'es arrêté, tandis que lui, il courait toujours. T'as pas couru, Marius, t'as pas couru. Et tu peux pas empêcher le sang encore chaud de s'échapper doucement de sa gorge. Je me sens cool. Et y a rien que tu peux faire, rien. Je suis resté longtemps les yeux au sol. Et lorsqu'enfin je les ai relevés, j'ai vu qu'il était là, debout. À quelques mètres à peine, il avait toujours son masque à gaz. Et la baïonnette qu'il tenait à la main était rouge de sang. J'allais me jeter sur lui, et c'est alors qu'il a hurlé. Il a crié au ciel, comme un animal blessé, comme une femme qui accouche. Et ces grands cris fauves étaient ceux que j'aurais aimé pousser. Le grand fou nu, le tueur à la baïonnette me prêtait sa voix pour pleurer. J'ai pris mon ami dans mes bras, je l'ai serré une dernière fois. Je vais tuer l'homme cochon, Boris. Je vais tuer l'homme cochon et la guerre sera finie. Le médecin. Juste à ce moment-là, j'étais monté à la tranchée qu'on appelle la tranchée du bouclier pour soigner un soldat. Et juste au moment où je me penchais à son chevet, j'ai entendu à nouveau les cris du fou. De grands cris de seigneur blessé. J'ai pensé aussitôt à Marius et à Boris qui étaient partis à sa poursuite. Je crois en fait que c'est la terre qui hurle par cet homme. Marius, bouche hurlante de toutes les plaies profondes que l'homme lui a faites. Lorsque le fou cessera de gueuler, la terre sera morte. Enfoncé dans la terre, comme une pierre, je reprends mes esprits.
Je me réveille d'un long silence, assommé. Je dois me lever. Le train va continuer à rouler sur lui-même comme sur un circuit d'aimant du front à Paris, de Paris au front, du front à Paris, de Paris. Je me lève, je me retourne. Il n'y a rien derrière moi. Rien que l'immensité de la nuit qui m'entoure. Il faut que je reprenne mes esprits. Je marche. La nuit est à moi, je marche. Le vacarme du train est loin, je marche. J'ai beau courir et me cacher, je ne parviens pas à les laisser derrière moi. Je les entends encore. Qu'elles me veulent-elles? Elles sont là. Elles sifflent dans mon dos. Depuis que j'ai sauté du train, elles ne me laissent aucun répit. Je les entends. Je deviens fou. Le tumulte des voix. Elles sont là. J'entends des appels. J'entends des pleurs. Je les sens presque là, sur mon corps, comme si elles me glissaient dessus. Il faut marcher. Tout quitter, tout. Qu'on me laisse marcher. Je marche. Le jour se lève, je marche pour ne plus les entendre, mais elles sont là. Toujours sur mes pas, elles me rattrapent. M'interdisent de reprendre mon souffle. Je les entends. Les voix fatiguées de mes frères que j'ai laissés derrière moi, je les entends. Les voix embourbées de ceux qui n'ont pas pu se relever. Ils veulent parler par ma bouche. Ils veulent que je leur prête voix, c'est ça. C'est ça. Je vais aller sur les chemins et je vais faire entendre le chant qui me hante. Je comprends. Je comprends. Je ne dois plus courir. Je dois les emmener où je vais. T'en parles, Paul. Un homme est venu jusqu'à nous chargé de transmettre des missives d'un point à un autre. Ordre de repli, retour sur la tranchée de la tempête. J'aurais pu hurler de colère parce que ça signifiait quoi? Ça signifiait que nous avions fait tout ça pour rien. Que le lieutenant René était mort pour rien. Au contraire, j'ai ressenti un immense soulagement. Nous avons donc retrouvé notre tranchée. Celle que nous avions quittée avec le lieutenant Régnier. Et nous nous sommes sentis à l'abri, alors que nous étions en première ligne. Mais ça, On aurait pu aménager notre tranchée, la rendre invincible, mais ils ne nous en ont pas laissé le temps. Ils ont décidé de l'heure de l'apocalypse. Ils ont chargé leur mortier et la grande pluie des obus 77 a pu commencer. Je n'ai jamais vu une telle puissance de feu. Toutes les 5 secondes, un obus qui frappe. Et toutes les 5 secondes, je sursaute et manque me noyer dans la terreur. Je me couvre la tête de mes bras. Je recroqueville mon corps, les genoux serrés contre le ventre, mais ça sert à rien. Mes bras et mes mains ne me protégeront de rien. Spectacle immense de la fureur des hommes. Et je crains que ce ne soit que le début. Le pire est encore à venir, je le pressens. Les obus finiront par se taire. Commencera alors la grande charge des hommes. Baïonnettes au poing. Et nos batteries qui ne ripostent pas, merde! Elles devraient pour te cracher à tour! J'en arrive presque à envier Barboni. La folie possède Barboni. Et lui évite les peurs qui nous terrassent. Nous sommes tous terrés dans la boue. Et lui, Barboni, lui, il applaudit à chaque nouvelle bourrasque. mais ça, Barboni a enlevé son casque. Mais qu'est-ce qu'il fout, nom de Dieu? Il se défroque. Et il chie dans son casque en riant. Et il le lance à toute force hors de la tranchée, vers les lignes ennemies. t'en parles, Paul. Les obus grêlent, mais ça va être l'heure du corps à corps. Nous vissons nos baïonnettes au bout de nos canons. Aux hommes, désormais, de participer au carnage. Je prends les commandes. Que le sang coule! Le lait! Vous entendez? Creusez les ficelles!
poignard au poing. Mais je n'ai jamais eu autant envie de vivre, moi. Je les hais tous pour ce qu'ils me forcent à faire. Ça y est, le canon cesse. Le calme revient. Ça va être notre tour maintenant. Je sais que ce sont les derniers instants de paix qui me sera donné de connaître. Et j'ai peur. Vers mon cours. C'est alors que nous avons entendu un grand cri sourd monter de l'horizon. Aussi loin que porte mon regard, je vois une vaste ligne d'hommes se détacher et se rouler vers nous. Des milliers, sur des kilomètres de front, ils sont des milliers. Ils se rapprochent. Je regarde tous ces hommes qui se ruent sur nous, baïonnettes au fusil. Je pensais pas qu'un homme pouvait vouloir ma mort. Nous nous sommes accrochés à nos fusils. Nous avons tiré, mais ils ont coulé dans notre tranchée comme une eau dangereuse. Ne pas penser, ne pas faiblir, percer et tirer sans cesse, corps à corps pour la vie. Tire et tue! Tire et tue! Plus que cette seule idée en tête. Sois rapide, plus rapide que les autres. Tire et tue, survivre, se battre! Et c'est au plus fort de la bataille que nous l'avons vu, là, à peine 200 mètres à gauche. Il a craché ses premières gerbes de feu, énormes, des lance-flammes. Des lance-flammes. Ils vont nous brûler comme des rats. Je m'étais fait à l'idée de crever d'une balle tirée à bout portant, moi, mais au lance-flammes. Il se rapprochait avec son rugissement sauvage. Quand j'ai vu Barboni, sous la mitraille ennemie, sauter hors de la tranchée et courir, poignard au poing. Il s'est jeté sur l'homme qui portait le lance-flamme et lui a planté le couteau dans la gorge jusqu'à la garde. Et il continuait de rire, Barboni. C'est quand Harry-Paul qui a eu le réflexe. Il a hurlé que c'était le moment ou jamais de foutre le camp. J'ai vu Barboni se dresser comme un titan hilar qui crachait du feu et puis un ennemi a tiré dans le réservoir qu'il portait au dos. Mille morceaux d'hommes qui montent au ciel dans un grésillement suffocant et qui retombent à terre dans une pluie de viande. Fallait courir, c'était le moment, c'est ce que j'ai dit aux camarades. Alors la grande course-poursuite a commencé. Des milliers d'hommes affamés, des milliers d'hommes qui nous traquent dans ce labyrinthe de couloirs. Je n'entends plus que ma respiration qui enfle dans ma cage thoracique. Tout le monde court, je peux plus respirer. Castellac et Ripoll, eux aussi, soufflent comme des bêtes. Nous nous sommes écroulés tous les trois dans la baraque en ruine du poste 4. Et nous avons tenté de reprendre notre souffle pour respirer comme des hommes au moment de mourir. J'en peux plus, ils tarderont pas à être là. Des milliers d'hommes qui sont à notre poursuite. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas fait pour appeler à l'aide, non. Mais j'avais cette fusée éclairante et alors j'ai tiré. J'ai tiré pour que l'on sache là-bas que des hommes se battaient encore. La fusée d'alarme de Castellac a jailli dans le ciel avec un sifflement de pétard. Elle disait aux ennemis où nous étions, bien sûr. Ils n'avaient plus qu'à ajuster le tir. Mais cette fusée envoyée par Castellac, c'était pour nous une manière de prendre le temps. De prendre le temps de se retourner et de regarder la meute en face. C'était ça, oui. C'était faire un dernier signe aux camarades là-bas, à l'abri. C'était dire adieu, tout simplement. Un obus. Quentin Ripoll. Un obus comme un dernier hoquet après le festin. Un obus est venu nous éclater dans les pieds. J'ai vu Castellac, le crâne fendu, sourire encore un peu en regardant mourir sa fusée d'alarme. Je n'ai pas vu, mais ça, je n'avais plus la force de tourner la tête. J'ai juste pensé que j'avais mal
cela allait bientôt finir. Jules, J'ai trouvé un village. Il fait beau. Je marche à grandes enjambées. Allez tout droit jusqu'à la place de ce village, là où ils sont le plus nombreux. M'immobiliser dans la foule et parler. Je déboule sur la place. Les têtes se lèvent, je les regarde tous. J'ouvre la bouche. Je suis mort fauché. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à me remettre? Des explosions de feu tout autour de moi. Courez, courez, nom de Dieu, courez. Je peux plus bouger. Oh merde, j'ai le ventre à l'air. Ah, ça brûle, les poumons, les yeux, ça brûle. Je meurs gazé. Maman, j'ai peur. Je peux plus bouger. Écoutez, je dis aux gens du village, écoutez. J'aurais tant voulu commentaire auprès des miens. Je suis enfoncé dans la boue. À toute la première, comme un noyé. Je veux revenir, mais je suis en morceaux. On ne me rendra pas au bien. Écoutez. Alors, d'abord, ils ont écouté. Et puis l'un d'eux arrive. Et comme je continue à parler, la colère est montée. Ils m'ont insulté. Lorsque la première pierre m'a heurté le front, j'ai entendu les voix des villageois. C'est un fou, chassez-le, chassez-le fou, chassez-le. Et puis d'un coup, une voix plus forte que les autres a crié. C'est un déserteur plutôt. Déserteur, déserteur. Et les pierres se sont faites plus nombreuses. Déserteur. Comme une pluie de rue que je ne pouvais éviter. Déserteur. J'ai couru comme un dératé. Déserteur. J'ai couru. Déserteur. J'ai pensé à rien d'autre qu'à échapper à la furie du village. Retourner au fond. Retourner au front et crever. Oui. Rebrousser chemin. Tout refaire à l'envers. Marcher vite. Du village à la tranchée. Et là, me glisser dans mon trou et, comme les autres, confier à la terre ma prière. Mais les voix sont toujours là. Elles ne me quittent pas. Rien n'y fait, il n'y a plus de silence, je suis hanté. Une voix s'impose pourtant, je l'entends. Elle parle au-dessus du tumulte, lentement, c'est une voix étrange de gazé. Au loin, les hommes se battent. Au loin, le front. Tout est calme ici. Je vais mourir. Robinson est venu, ses longs cheveux et sa barbe hirsute. Il m'a pris mon masque à gaz. Ses mains sur mon corps, c'était mon masque à gaz. Je n'ai pas la force de me hisser hors du trou plein de gaz. Mais je veux respirer encore un peu le ciel. Je l'entends, cette voix.
je comprends maintenant ce qu'il me reste à faire. Faut tenir, camarade. Faut accrocher. Bossolo est là, qui t'emmène avec lui. Des sons étranges dans la brume. Quentin et Paul. Des voix inconnues, comme si la terre me parlait avant de m'accueillir en son sein. Tu as mal, je sais. Tout ton corps est une plaie ouverte, mais tu dois tenir. Je n'ai pas la force d'ouvrir les yeux. Les voix de la terre m'entourent maintenant, très lointaines. Laissez-moi le porter, mes frères. Ne me ralentissez pas. Le sang nous est compté. On me saisit par les épaules. On me traîne. Et je trouve cela injuste. Je pensais avoir le droit au moins de mourir calmement. Je suis Bossolo, camarade. Accroche-toi. Tu es mon frère, camarade. Je te ramènerai à toi. Mes yeux clignent. Je vois des hommes. Et ce sont les hommes de la nuit. Je vois leur peau brûlée tout entière. Leur peau lisse et noire, plus sombre que la boue. Je me laisse porter par les ombres de la terre. Le médecin. Un régiment d'Africains. Nous avons vu arriver ce renfort improbable. Et nous sommes restés bouche bée devant ces hommes venus de nulle part, qui avaient encore la force de plonger dans la tourmente pour aller chercher nos blessés. Un homme me porte sur son dos, il a dit son nom, Bossolo. Je te sens souffler sous mon poids, mais tu ne m'abandonnes pas, tu veux aller jusqu'au bout, me porter jusqu'au bout. Ne t'arrête pas, ne me pose à terre que lorsque nous serons arrivés sur ton continent, à toi. Je te porterai jusqu'au bout, tu n'as pas de crainte à avoir. Je t'emmène à l'abri, au-delà des tranchées et du champ de bataille. Je te porterai jusqu'à chez moi, bien au-delà de la guerre. Je ne te poserai que lorsque nous aurons atteint la terre de mes ancêtres. Oh, cochon! Après avoir poussé ses grands cris fauves, l'homme cochon s'est mis à courir. Je l'ai suivi. Lorsque je t'aurai rattrapé, tué ou ramené au monde, tout ça cessera, j'en suis sûr. Course hallucinée, mais je suis Vulcain, et chacun de mes talons qui heurtent le sol fait éclater la terre et gicler des milliers d'étincelles. Je cours au milieu des détonations et du souffle chaud du métal. Des milliers de petites scories incandescentes me fouettent les flancs et le visage. Des milliers de petits gravats viennent cogner contre ma face. Mais je suis Vulcain et je suis en chasse. Oh là là, je fatigue jusqu'à mourir. Même mort, je continuerai à courir. Alors je cours, je m'en rapproche. Un éclair claque dans mes tympans. En une fraction de seconde, je suis soufflé. J'ai juste le temps de voir l'homme cochon disparaître dans un nuage de feu. Mort, j'ai pensé. Me voilà mort. Les oreilles bourdonnent encore du vacarme de l'explosion, mais je suis en vie. À l'endroit où l'obus a explosé, il y a maintenant un énorme trou dans la terre, rien d'autre. Je descends. Je cherche le corps de l'homme cochon. Il y a des bouts épars de viande sanguinolents accrochés à des paquets de terre, des bouts de viande disloqués. Je trouve une touffe de cheveux pleine de terre. Il reste d'une tête méconnaissable. Je revois le visage du fou. Sa longue barbe sale, emmêlée de boue, souillée d'immondices. Et je me souviens d'une masque à gaz qu'il portait comme un coin de caoutchouc. Il n'y a rien d'autre. Ta tête hirsute a explosé dans un dernier rire de métal, maculant les étoiles de ton sang d'aliéné. Je vais te ramener quand même, je ne te laisserai pas. Il faut que je te montre aux hommes, que je leur montre le cri. Je vais ramener le cri pour que la guerre cesse à jamais. Le gazé. Je meurs. Qui se souvient de moi? Je ferme les yeux et je vois le siècle comme une dernière hallucination, baignée de sang. Je vois l'homme qui pense être allé au bout de l'horreur, mais qui connaîtra bientôt de nouveaux coups. Je meurs maintenant. Et il m'est donné de voir les millions de souffrances
te serre contre moi. J'enjambe les barbelés, je saute par-dessus les tranchées. Les cadavres me laissent passer. Les hommes se battent encore et ne me font plus peur. J'ai été plus loin qu'aucun d'entre eux. Ce qu'il reste de toi, tiens, dans ma main. De nulle part. Le bête. Marius est revenu tout seul. De là-bas. Il s'est approché calmement. Les yeux hirsutes de condamné à mort. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! L'homme cochon! Voyez, je le brandis à vos yeux! J'aurais voulu le prendre dans mes bras, Marius, lui parler, lui donner à manger, mais il ne m'a pas laissé l'approcher. Il a contemplé lentement tous les hommes qui l'entouraient. Il a brandi un masque de chair, comme la tête d'une gorgone disloquée, et tout son visage s'est éclairé de joie. La guerre est finie! La guerre est finie! Pauvre Marius. Il venait à nous avec son trophée à la main. Nous étions là, tous autour de lui. Et juste à ce moment-là, nous l'avons entendu. Le cri. Exactement comme avant la pluie d'obus. Je n'oublierai jamais son visage à ce moment-là. Il a laissé tomber le scalp à ses pieds. Ses lèvres tremblaient. J'ai su tout de suite qu'il avait chaviré et que je ne le sauverais pas. Il était là, immobile, silencieux, le regard vide. Il ne dira plus un mot, plus jamais. Une vie de silence. Je cours maintenant. Je sais où je vais. J'ai compris ce que voulait le gazé. J'ai enfin compris ce qu'ils veulent tous ceux qui me parlent à voix basse. Arrivé à l'entrée du village, je me suis arrêté. Qu'ils sachent à leur tour qui est le gazé. Je travaille sans relâche. Prenant à pleine main la terre, un gros tas de terre, je le modèle, je lui donne le visage du gazé. Les hommes du village sont sourds, mais lorsqu'ils se réveilleront demain, ils verront là, à la sortie du village, sur le bord de la route, ils verront mon golem de terre qui les regarde sans parler. C'est un tronc qui sort de terre, tête dressée vers le ciel, bouche grande ouverte, pour laisser sortir son cri. Calme-toi, gazé. Je te fais une stèle à ta taille, pour que tu ne sois pas oublié. Je la laisse derrière moi, cette voix-là, la voix du gazé, je la laisse. J'en entends d'autres. Une autre voix a pris la place de la sienne, alors je l'écoute, je la laisse parler. Il faut chercher un autre village pour y planter une autre statue. Je donne vie, un par un, à un peuple pétrifié. J'offre au regard ces visages de cratères, ces corps tailladés. Les hommes découvrent au coin des rues
ces grands amas venus d'une terre où l'on meurt. Ils déposent à leurs pieds des couronnes de fleurs ou des larmes de pitié. Et mes frères de tranchées savent qu'il est ici des statues qui fixent le monde de toute leur douleur, bouche bée. À chaque statue que je finis, la voix qui me hante se tait, une à une, les voix s'apaisent. Il en revient